Bonjour à tous et bienvenue à la Fabrique d'images citoyennes pour notre nouvelle émission qu'on a intitulée Le débat citoyen. Aujourd'hui, nous allons débattre autour des principes et des valeurs de la Ve République française. Alors, qu'est-ce qu'on attend de cette République? Est-elle toujours un modèle pertinent à l'heure de la probable arrivée au pouvoir de l'extrême droite? Ou encore, comment les citoyens peuvent-ils s'engager dans la chose publique? Pour cela, nous avons trois invités. À ma droite, nous avons Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, vous avez 27 ans, vous êtes de Tours et vous êtes animateur. Tout à fait. À ma gauche tout de suite, nous avons Kenza. Bonjour Kenza. Bonjour. Kenza, vous avez 21 ans, vous êtes de Jouer les Tours et vous êtes chargée de projets culturels et intergénérationnels auprès des publics éloignés. C'est ça. Florian, bonjour. Bonjour. Florian, vous avez 26 ans, et vous êtes de Tours également, et vous êtes entrepreneur, vous, dans l'intelligence artificielle. Exactement. Et nous avons besoin aujourd'hui de notre intelligence collective réelle. Et on compte sur vous. Ma première question, elle est pour Kenza. Étant donné que vous êtes une actrice de terrain, moi j'aimerais un peu avoir votre retour, vous, depuis que la dissolution a été prononcée. Comment vous avez un peu perçu les choses? Je crois savoir d'ailleurs que vous étiez dans un bureau électoral ce jour-là. Oui. Beaucoup surprise personnellement. C'est vrai qu'on a eu quand même une diversité de public qui a voté au sein du bureau électoral que j'occupais. Cependant, les résultats sont tombés plus tôt que prévu, mais beaucoup de questionnements de la part des habitants des quartiers divers, en se demandant en fait comment était venu en fait ce choix, parce que personne en fait a vu tout ça arriver. Beaucoup de personnes, beaucoup d'interrogations, même des acteurs du terrain en fait, qui sont venus pas à poser de questions, mais en venir à comprendre le choix des habitants. Et c'est vrai que beaucoup d'événements ont marqué aussi les habitants des quartiers, et beaucoup se sont appuyés. Pardon, vous pensez notamment peut-être aux émeutes de l'année dernière qui ah oui, mais ça, ont touché ça a été, quand même totalement. 530 communes en France. Totalement. Le quartier auquel je réside, qui est la Rabière, a été principalement touché, avec vraiment beaucoup de chocs, pas que pour les commerçants. Vraiment, ça a été principalement le centre commercial de la Rabière qui a été touché. Ça n'a pas été simplement les commerçants qui ont été touchés, ça a été des habitants, ça a été les familles. Et je pense que c'était la goutte de trop pour certaines personnes qui résident sur le quartier. Moi, qui est également vice-présidente du conseil de quartier Rabière, il y a cette mixité, pas générationnelle. On est quand même avec un public âgé, avec un public qui habite sur le quartier depuis un moment, qui est quand même agacé par beaucoup de choses. Mais il y a eu beaucoup de mélanges, en fait, dû aux dernières élections. Des propos, je pense, qui auraient pu être arrangés et discutés sans qu'on en vienne à un vote politique ces dernières semaines. Et depuis cette semaine, vous avez noté, on parle beaucoup de la libération, de la parole raciste. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été témoin peut-être? J'ai même été victime, c'est-à-dire que vous en êtes victime au quotidien, sur le monde professionnel, des personnes qui avaient de base rendez-vous avec vous, qui décident de changer et de basculer auprès de vos collègues. Dans les transports, pareil, des personnes qui vous disent ouvertement, alors c'est soit vous, soit moi pour la place, mais pas nous deux. Des discours, vous savez, des personnes qui en viennent à vous dire, vous savez, c'est le Rassemblement national qui est passé, donc ce que vous avez sur la tête, bientôt ça n'existera plus. Vous savez, c'est des choses comme ça, on en vient plutôt sur de la taquinerie, enfin, c'est même pas de la taquinerie, c'est même pas le bon terme. On dirait que vous étiez habitué. C'est ça, en fait. C'est dommage parce qu'on a une grande mixité culturelle quand même au sein du département et surtout au sein de la métropole de Tours. Et je trouve ça dommage que ces élections ont chamboulé. Je pense que ça a ouvert aussi des personnes à plus facilement s'exprimer et à donner leurs avis politiques sans s'en rendre compte en fait de l'effet que ça pouvait avoir sur
sur la personne à qui il s'adresse en fait. Mais oui, mais pas seulement, hein, des personnes autour qui ont témoigné des témoignages horribles, que ce soit dans les universités vraiment. Et ça touche, on pense que ça touche que le public adulte, mais ça va vraiment, ça touche également la jeunesse dès le plus jeune âge. Bon, je dirais pas, allez. Principalement, cette semaine, ça a été plus des élèves de 4e, 3e qui ont témoigné de tout ça, en expliquant que lors de leur programme d'histoire, on en vient à parler de certains sujets. Et quand on en vient à parler des nazis, par exemple, bah, boum, on s'éloigne du sujet d'histoire. On en vient à discuter politique sans comprendre forcément ce qu'est la politique. Alors pour vous, Nicolas, un peu la même question. Quel est votre ressenti depuis maintenant un peu plus d'une semaine, une dizaine de jours? Ouais, l'impression qu'il y a une sorte de détresse un peu qui se dégage de tout ça, avec une extrême droite qui, comment dire, qu'on voit prendre de l'ampleur depuis un certain temps. Mais là, on va dire que c'est un peu cristalliser les choses avec voilà, des résultats qui sont quand même assez importants pour l'Europe. Et du coup, il y a une réaction à ça qui est assez vive, une libération aussi des propos, des pensées, des discours d'intolérance. Je pense là, c'est assez récent, mais il y a une chanson qui fait un peu le buzz là sur internet. Oui, qui a été reprise sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, enfin sur X par Éric Zemmour notamment. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai oublié le titre de la chanson, mais je ne l'ai pas écouté, mais j'ai vu un peu les paroles. Et j'ai fait, bah ouais, mais un truc comme ça, il y a encore pas si longtemps que ça ne serait jamais passé. Bon là, visiblement, il y a quand même une houle qui se dégage, qui se manifeste avec ça. Mais là, apparemment, c'est pas mal repris et ouais, pour moi, ça témoigne du fait que la jeunesse, les jeunesses, j'aime pas dire simplement la jeunesse, mais il y a des jeunesses qui sont partisanes de l'extrême droite et de ce qui en découle. Et en fait, c'est ça qui me choque personnellement, c'est de me dire que des personnes qui peuvent être concernées de manière négative par les mesures qui pourraient être prises, qui sont assumées, qui font partie du programme du Rassemblement national, par exemple, se retrouvent à prôner ce parti-là. Donc c'est questionnant en fait de se dire mais pourquoi on en arrive à cette dissonance cognitive-là en fait. C'est j'ouvre la porte à la personne qui va vouloir me foutre à la porte. Donc c'est moi je ne comprends pas. Et je pense qu'on est plein à pas comprendre ce truc-là. Eh bien, on va peut-être poser les questions maintenant à vous, Florian. Oui. Moi, ce que j'en pense un petit peu de tout ça, c'est que je pense que il y a un ras-le-bol général depuis déjà plusieurs années, mais je pense que les médias sociaux et les médias en général ont joué un grand rôle là-dedans. Et je pense aussi, notamment à tout ce qui est les grandes chaînes. Et je trouve que aujourd'hui, certes, il y a une liberté de la parole et de l'expression qui s'exprime, dû au ras-le-bol dont je viens d'évoquer. Mais je pense aussi que les gens, la jeunesse, se renseigne de plus en plus sur la politique, chose qui n'était pas le cas avant, mais je pense que c'est aussi dû
à la manière de communiquer justement des politiques qui a changé. Et du coup, ça permet de capter leur attention. Pour vous, il y a une sorte de complicité média-politique un petit peu induite Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Et je pense aussi qu'il ne faut pas juste s'arrêter à... Enfin, je pense vraiment que ce qui est important, c'est de comprendre vraiment quelles sont les idéologies et les objectifs d'un parti politique et pousser un petit peu son avis critique, son opinion critique et de se renseigner par rapport à ça parce que la politique et même les médias sociaux et les médias en général, j'ai un peu l'impression d'être comme aux États-Unis en fait, on invite deux personnalités fortes parce qu'on sait que ça va balancer des punchlines et des phrases qui vont faire le buzz. Puis c'est une sorte de marketing politique. Enfin, donc en fait, si je résume un peu votre pensée, c'est tout ce processus-là qui arrive aujourd'hui un peu à son terme et dont l'élément le plus visible serait justement c'est l'apparition fulgurante du Rassemblement national. Alors je vais rebondir un peu sur ce que vous disiez parce que on parle de valeurs avant tout ici et de principes. Alors les principes et les valeurs de la République, on les connaît tous. C'est marqué sur le fronton de nos écoles et nos mairies, liberté, égalité et fraternité. Donc j'ai un peu envie de parler de vous aussi, avec vous, de liberté. Alors, pour vous, la liberté, elle se définit comment? Je lance ma question générale, celui qui veut bien répondre répondra. Ou celle. Moi, je vais commencer. Pour moi, la liberté, déjà, je pense qu'il y a plusieurs formes de liberté. Il y a la liberté d'expression, la liberté de se déplacer, la liberté de penser. Enfin, il y a beaucoup de liberté. Et je pense que depuis le Covid, il y a certaines de nos libertés qui sont effacées, enfin, qu'on nous a enlevées sans même que nous nous en rendions compte. Et je pense que... Enfin, moi, ce que je comprends pas, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'ils en sont conscients, mais ils l'acceptent. Enfin, il y a des gens qui... Enfin, dans le passé, il y a des personnes qui se sont battues pour ça. Et il y a des gens qui disent... Enfin, j'ai l'impression que les gens en sont conscients, mais ils se disent, c'est pas grave, en fait. Alors que, si, c'est grave, parce que il y a des personnes qui se sont battues pour obtenir ces libertés. Peut-être que le fait de se dire c'est pas grave, c'est une manière de se forcer un peu à accepter le truc. Parce qu'il y a peut-être un sentiment d'impuissance qui s'émane de ça. Je veux dire, quand justement on peut jouir de la liberté et qu'on nous l'enlève, on n'a qu'une seule envie, c'est de la regagner. Je pense que c'est un réflexe qui est assez humain, voire animal. Mais le fait est que on peut se sentir impuissant par rapport au fait de la regagner, cette liberté-là. Mais impuissant par rapport à quoi? En tant qu'individu, on se dit, tiens, par exemple, il y a telle loi qui va m'enlever des libertés. Mais comment agir? Comment contester? Comment agir? Et je pense qu'il y a ce truc-là, au sein de la détresse, qui empêche peut-être aussi un peu de réfléchir. C'est de se dire, est-ce que je peux, en tant qu'individu, avoir une portée d'action au milieu de tout ça? Moi, je me demandais, en fait, est-ce que là, vous avez peut-être le sentiment que cette liberté d'expression, de déplacement, tout ça, la liberté tout court, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est en danger aujourd'hui, en tout cas qu'elle est pointée du doigt à minima? Je ne sais pas, Kenza, par exemple. Je trouve que même si on revient sur les 3 cibles, on va s'appuyer prioritairement pour le moment sur la liberté. C'est des valeurs qui s'effacent en fait avec le temps. Parce que même une définition de la liberté, chacune en a une différente. Chacune des personnes applique aussi sa liberté et je pense qu'on n'a pas su aussi mettre de stop à certains propos ou même juste sur la liberté d'expression. On va dire que c'est l'une des libertés la plus courantes qu'on peut voir ou qu'on peut entendre dans notre quotidien. Je rappelle juste, je poursuivais, qu'effectivement en 2015, notamment à Tours, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui étaient en train de manifester pour soutenir Charlie Hebdo.
Et pour la liberté d'expression, oui, effectivement. Là, on en vient sur un autre stade de liberté d'expression, c'est-à-dire que la liberté d'expression, en étant honnête avec vous, je pense que beaucoup de personnes l'ont connue à travers Charlie Hebdo. Je pense même le terme liberté d'expression, beaucoup de personnes ne le savaient pas. C'est quand on en a amené à que ces illustrations étaient dues à de la liberté d'expression, c'est là où les personnes se sont questionnées à ce que c'était vraiment la liberté d'expression. Mais toutes ces manifestations, encore une fois, la liberté d'expression à l'heure actuelle, je pense que ça fait un titre. La liberté d'expression, automatiquement, j'allais en venir. Hein. Moi aussi, quand je pense à la liberté d'expression, je pense à tout ce qui est le populaire journal Charlie Hebdo, qui, moi, en étant honnête avec vous, avant ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo, je ne connaissais même pas le journal Charlie Hebdo. Je m'y suis quand même informée pour connaître l'histoire aussi de ce journal. Mais la jeunesse, en étant honnête avec vous, c'était pas un journal qui captivait la jeunesse, Charlie Hebdo. Depuis ce qui s'était passé, oui, mais oui, la liberté d'expression a été beaucoup appuyée par ce qui s'est passé aux attentats de 2015, il me semble. C'est oui, 2015. Alors, je vais passer sur l'autre mot, hein, sur notre fronton de mairie, l'égalité. Aujourd'hui, est-ce que vous avez aussi le sentiment que cette égalité est malmenée ou pas? Oui. Bah oui. En quoi? Je ne vais pas prétendre avoir lu les programmes de tous les partis représentés à ces législatives en profondeur. Mais j'ai jeté un œil sur chacun d'entre eux et il me semble que le Rassemblement national, par exemple, il propose des mesures quant à l'immigration qui sont contre l'égalité des chances, en fait. D'accord, vous pensez notamment, peut-être, je ne sais pas, vous allez me le dire, à la révision hein, de la binationalité pour certaines fonctions, enfin bon, ça c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, mais peut-être élargi plus tard. Effectivement, ça crée deux Français différents. C'est ça. Et oui, peut-être que les mesures actuelles ne paraissent pas si... comment dire, on ne se dit pas avec ça tout de suite, oh là là, c'est une bombe qui arrive, mais peut-être que ça va être la porte d'entrée à des choses, pires derrière. Mais c'est ça l'inquiétude en fait, c'est de se dire, on n'a pas l'impression nécessairement que c'est des choses ultra graves qui arrivent sur le coup, mais est-ce que c'est pas aussi un pied mis à l'étrier pour que derrière ça puisse être encore pire. Et c'est ça en fait qui fait peur. Mais c'est peut-être là où on ne sait pas trop sur quel pied danser, c'est qu'il y a une peur qui s'installe, mais sans avoir une sensation de concret non plus. En fait, on ne sait pas exactement de quoi avoir, à quoi s'attendre, de quoi avoir peur. En fait, c'est une sorte d'incertitude dans laquelle nous sommes tous plongés aujourd'hui, c'est ça, ça en fait. Ça crée de l'anxiété, l'incertitude, ça crée de l'anxiété. Et personne ne sait où on va. Et oui, non, l'égalité est mise à mal par ça, et aussi, comment dire, la fraternité, hein, on peut sauter directement de l'égalité à la fraternité. L'égalité, mais pour rebondir sur ce que disait Nicolas, déjà, il y a l'égalité, je pense que même au niveau de hors aspect politique, il n'avait jamais été mis en avant. Il y a toutes sortes d'égalités, comme l'égalité des chances, l'égalité des sexes. Vraiment, il y a eu beaucoup de choses diverses. Vous avez des personnes ouvertement qui sont misogynes aussi, hein, des personnes qui vous disent ouvertement qu'ils sont pour le Rassemblement national, mais voir une femme au pouvoir, ça ne leur correspond pas. Là, voir que c'est du coup une personne de genre masculine qui peut représenter d'autant plus un parti, c'est là où ça met une sorte de confiance. Mais il y a plein de choses dans l'égalité où c'est redondant, même les propos que vous aviez à propos de l'égalité. Enfin, c'est des discours qu'on a entendus il y a 5 ans, il y a 10 ans, et c'est toujours les mêmes à l'heure actuelle. L'égalité,
Je pense qu'il y a un manque d'infériorité aussi sur l'égalité, hein. C'est, je sais pas, pour les personnes en situation d'immigration, voir une personne, je sais pas, originaire d'un pays d'Afrique, avoir un diplôme et une personne qu'on considère, comme vous dites, français de pure souche, etc., qui n'a pas réussi à obtenir le diplôme, on en vient toujours, vous savez, sur de la pitié ou même, oui, ben, on lui a donné parce qu'il nous faisait pitié. Ou... Un peu comme la discrimination positive, quoi. Ah oui, c'est ça, totalement. Comme oh, bah, il est issu de quartiers prioritaires, donc on lui a accordé ce stage, oh, mais parce qu'il connaît mieux ce pays. Vous savez, même sur l'égalité, elle évolue pas, mais pour bondir maintenant sur la fraternité, bah, la fraternité, en étant honnête avec vous, je la vois plus, hein. La fraternité, elle a disparu depuis un moment. Elle est plus intense. La fraternité, j'ai l'impression qu'on la voit que sur le niveau sportif. C'est-à-dire que sur le niveau sportif, bizarrement, ça rassemble tout le monde. Quand on parle de foot, bah, être originaire de tel pays ou quoi que ce soit, bizarrement, ça pose pas problème. Dans l'équipe de France aussi, on a quand même de grands joueurs qui sont issus d'Afrique. Et pour autant, quand on a gagné la Coupe du Monde en 2018, bah là, bizarrement, tout le monde se faisait des câlins, tout le monde s'aimait. Mais en fait, je pense que la fraternité, elle n'existe plus dans la vie quotidienne. Et vous auriez peut-être une explication sur cette rupture, hein, qui existerait entre les citoyens de ce pays? Je pense que dès le plus jeune âge, déjà, on crée des groupes aussi par origine, par culture. Même au niveau de l'avenir, on discerne plus des publics. Vous voyez, les jeunes issus de quartiers prioritaires, par exemple, on va plus les discerner à réussir dans un sport comme le foot. Des sports que certains ne peuvent pas pratiquer par peur de se faire juger. Et quand il y a des personnes qui veulent sortir aussi de ces milieux pour montrer qu'ils ne s'appuient pas sur ces milieux-là, c'est toujours compliqué. Même dans le milieu scolaire, hein, quand vous étudiez dans une zone d'éducation prioritaire, vous avez des professeurs qui croient en vous depuis le plus jeune âge, qui vous disent... qui, eux, pour moi, je considère ces personnes-là du terrain quand même. C'est-à-dire qu'on les oublie, mais ils sont quand même du terrain, ces personnes-là. On les oublie pas mal, mais ils ont aidé beaucoup de personnes à se rassembler et à créer une sorte d'entraide. Parce que moi, la fraternité, pour moi, elle vient sur de l'entraide. Mais à l'heure actuelle, comme je vous dis, je pense qu'elle s'efface d'année en année. On dit souvent qu'il n'y existe pas de liberté sans justice, notamment la justice sociale. Donc ça rejoint ces problèmes d'égalité, d'inégalité, hein. Je vais m'adresser à Florian. Vous, cette justice sociale, comment elle pourrait se traduire? Vous êtes entrepreneur, donc vous avez des conditions économiques, vous êtes indépendant en plus, donc vous devez vous débrouiller un peu tout seul. Est-ce que vous, dans ce système-là, vous vous sentez accompagner, aider? Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à vous épanouir ou pas? Parce que ça peut créer une injustice si demain vous êtes pas au chômage, demain si vous arrêtez de bosser, par exemple. Vous bénéficiez pas de toutes ces... Ouais, c'est ça. Moi, pour être honnête avec vous, je pense que c'est important... je vais en venir à l'éducation nationale plus globalement parce que pour moi tout part de là. Quand un enfant, un jeune ne s'y retrouve pas à l'école parce qu'il, je sais pas, il a envie de faire de la musique, faire du théâtre, être comédien, bref, un truc qui ne rentre pas dans les cases, quoi. Faut lui donner sa chance en fait. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à mon environnement et comment j'évolue depuis maintenant 2021, parce que ça fait depuis 2021 que je suis à mon compte, pour moi, je pense que tout le monde a un potentiel en lui-même, mais que l'éducation nationale ne laisse pas
les gens déjà identifier leur potentiel et ensuite l'exprimer. Pourquoi? Parce que ça ne les arrangerait pas et c'est beaucoup mieux pour eux de faire entrer les gens dans des cases à leur propre intérêt en fait. Ce que vous voulez dire, c'est quelque part l'éducation nationale aujourd'hui crée des frustrations qui plus tard font des adultes qui subissent des formes d'injustice, quoi. C'est ça, et on en revient un petit peu à l'égalité des chances, parce que moi, j'ai jamais eu la chance, aujourd'hui je le vois plus vraiment comme une chance, mais j'ai pas fait d'études supérieures ni rien, j'ai tout appris sur internet, j'ai acheté des formations, bref, j'ai tout appris par moi-même, et avec du recul, je suis bien content d'avoir pris ce chemin-là parce que ça m'a permis d'être là où je suis actuellement. Et je pense que quand nos parents n'ont pas les moyens de nous offrir des études supérieures n'ont pas les moyens de nous offrir une éducation, on va dire, je ne vais pas dire premium, mais voilà quoi. Je pense que c'est quelque chose, ça devrait pas être comme ça, et j'en reviens par rapport à ce que je disais au début. Tout le monde a un potentiel et pour moi, c'est injuste et c'est quelque part, on va dire, briser une vie, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais il y a des jeunes qui s'y retrouvent pas dans l'éducation, dans les programmes à l'école, au collège ou au lycée. Et ces jeunes-là, ils devraient être accompagnés parce que eux-mêmes ont identifié leur potentiel et ont compris qu'ils, même s'ils n'étaient pas bons là-dedans, ils pouvaient exceller dans autre chose. Alors je vais me retourner vers Nicolas pour la suite de cette conversation, parce que vous êtes en contact avec des jeunes assez régulièrement. C'est quelque chose que vous percevez aussi également de votre côté, ou ce que dit Florian? Bien sûr. Je suis d'accord sur l'idée que chaque individu a son potentiel. Mais je parle notamment du gaspillage finalement de potentiel, quelque part. Bah oui, parce que l'éducation nationale, c'est un peu un moule dans lequel faut rentrer dedans ou pas. Et donc il y a des individus qui vont s'y retrouver, qui vont très bien s'y retrouver là-dedans, et d'autres non. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on va faire des individus qui ne se retrouvent pas dans ce modèle-là. Et donc, comme le moule est fait d'une certaine manière, ça veut un peu dire on ne veut pas de ceux qui ne répondent pas, qui ne peuvent pas rentrer dedans. Et donc, ça peut donner un sentiment d'être délaissé. Et vous pensez que ces questions éducatives ont un impact réel aujourd'hui sur la situation qu'on traverse? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Ouais. Comment dire? On a besoin d'être conscient de son identité pour pouvoir avancer. Et si les institutions d'éducation, donc l'éducation nationale, ne sont pas en mesure de fournir les ressources pour qu'on puisse construire cette identité-là, forcément derrière, on se pète la figure parce qu'on ne sait pas, qui on est. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'interviens parfois, moi, pour des ateliers de fake news et ce genre de choses, éducation aux médias, et il s'avère effectivement que la plupart des jeunes de moins de 20 ans, surtout, ne s'informent pas sur les médias traditionnels, mais essentiellement sur les réseaux sociaux. Notamment, là, on l'a vu ces derniers temps avec Jordan Bardella, qui a investi TikTok de manière très impressionnante. Est-ce que vous pensez que ce triptyque mauvaise éducation, en tout cas éducation pas adaptée, mauvais accès à l'information, est-ce que c'est pas un cocktail qui est de nature à créer ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Je me retourne vers vous tous. Si, c'est lamentable en fait, de se dire qu'il y a des individus qui ont compris où étaient les jeunes, comme s'ils ne se retrouvent pas dans les canaux traditionnels pour que les gens puissent communiquer. Donc les jeunes sont sur TikTok, et on va sur TikTok, et c'est pas une question de quelle partie on est, mais c'est la manière dont on va amener l'information et comment on va s'en servir. Et je pense que oui, il y a quelque part où on va chercher la jeunesse là où elle éteint un petit peu son cerveau aussi.
Donc, parce que le média est peut-être fait pour ça aussi. Voilà, c'est un média sur lequel on y va pour scroller, pour pas réfléchir. Et donc, forcément... c'est adapté. Voilà. C'est adapté. Non, mais c'est ça, voilà. Donc, si on... il suffit qu'on voit le visage de quelqu'un là-dessus, et comme on a vu son visage à lui ou à elle là-dessus, au moment de choses qui sont plus graves, en fait, comme des élections politiques, tout de suite, on va plus aller vers ce qu'on connaît déjà. Alors, j'ai envie de vous demander un peu quel est votre sentiment là. On est à deux jours du premier tour. Je me retourne vers Kenza, comme ça par hasard. Quel est votre sentiment là à 2 jours de ce vote? Je pense que ça a mis un déclic quand même à certains publics, d'avoir quand même cette chance pour certains de voter. Les personnes en situation d'immigration, eux, n'ont pas cette chance et pourtant pour certains s'investissent plus que des personnes qui ont ce droit de voter. Après, je pense ce qui est dommage, c'est qu'on en arrive encore à des personnes qui vont voter pour une personnalité et non pour un programme. Donc, on en vient à simplifier un peu tout ce qui est aspect politique. Je pense que là, ça va être 2 aspects. Donc, le Rassemblement national et le Front populaire, ça va être comme le yin et le yang, en fait. Ça va être soit... Un choix radical, quoi. Ah oui, c'est ça. Il ne va plus avoir ce suspense, en fait. Choix radical aussi, pardonnez-moi. Ah non, pas de souci. Choix radical également, vous le percevez comme ça? Ouais, moi je pense aussi que c'est un choix radical. Et moi, de ma perception des choses, j'ai l'impression que ces élections législatives sont plus importantes qu'une élection présidentielle. Ça a réveillé une espèce d'excitation, comme Kenza disait. Il y a une sorte de dimension historique, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, ce qui me dérange un peu là-dedans, sans rentrer dans les détails de chaque parti, mais c'est que, moi, je n'ai vu aucun parti politique faire des nuances. Et moi, c'est ça qui m'énerve un petit peu, parce que le RN, on va dire 80% de leur programme, c'est axé sur l'immigration, mais l'immigration, c'est pas un type de personne. Il y a plusieurs types d'immigration. Vous parlez en fait d'essentialisation, quoi. C'est comme dire les flics. Ouais, c'est ça, faire une grande généralité, Noirs, c'est ça. Les étrangers. Je pense que sur l'aspect immigration, déjà, on n'en pense même pas automatiquement, les personnes ne pensent même pas à l'immigration européenne, ils pensent principalement à l'immigration africaine. C'est vraiment pas l'immigration européenne qui pose problème. C'est-à-dire que les propos sont tellement pas expliqués que même des personnes qui se sentent en situation d'immigration, j'en ai eu des personnes d'origine portugaise, espagnole, qui m'ont ouvertement dit nous, on est dans la même galère que vous, parce que même nous, on nous parle d'immigration, mais on aime bien nous appeler pour les chantiers et ainsi de suite, les travaux bien faits. Mais quand on en vient au niveau politique, on nous oublie. Et des Maghrébins, pareil, qui nous disent, dans les marchés, on aime bien nous dire j'ai bien aimé vos fruits et vos légumes, mais quand on en vient aux politiques, il y a plus ce mélange-là. Et si je peux rebondir aussi sur un de tes propos, Kenza, sur les miens aussi, moi, je ne vais pas dire ce qui me fout en rogne, mais vraiment ce qui m'attriste, c'est de devoir faire un choix entre le pire et le moins pire. Et ça, je l'ai déjà vu au premier quinquennat de Macron. Et j'étais là, je comprends, comment on en est arrivé à se dire on va choisir le moins pire. Moi, j'aimerais essayer, il y a forcément un moment peut-être l'occasion d'un nouveau débat. Hein. Oui, bien sûr, mais il y a forcément un moment où c'est parti en vrille et je trouve juste ça dommage en fait. Alors, on va bientôt terminer ce débat, donc je veux juste revenir avec vous, juste une petite question rapidement, un petit tour de table. Après le Front National et sa victoire probable, là, dans une semaine, quel est le sentiment que vous allez avoir en fait? Comment vous allez vous réveiller le lendemain?
Déjà, à probable, je préfère le terme potentiel, parce que justement, probable, c'est un petit peu, on est déjà en train de... Donc, mais je suis encore plein d'espoir que ce ne soit pas le cas. Mais si ça devait arriver, je me dirais qu'on serait bien dans la galère. Hein. J'ai pas envie de me réveiller dans un monde où c'est l'extrême droite qui est au gouvernement. C'est peut-être ce qui va arriver, mais dans ce cas-là, j'y suis pas encore, donc je peux pas encore tout à fait réfléchir. Mais j'appréhende cette possibilité-là. Pour moi aussi, et pour les autres, en fait. Pour vous aussi, c'est une appréhension? Je pense que les personnes pensent que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir va anéantir et toucher que les personnes de confession musulmane ou ainsi de suite, mais ça va toucher en fait la France entière. C'est-à-dire que même le basculement qu'il va avoir, je pense qu'il sera irréaliste. Quand il y a plein de choses qui vont se faire, on va même plus savoir si ça a été vraiment acté et que ces personnes-là ont droit de le faire, ou c'est quelque chose pour le plaisir d'une personne qui est face à vous. On en vient, je me demande même si demain on ne va pas finir aussi sur les programmes d'histoire pour les générations à venir. C'est prévu dans le programme du Front National de revoir l'histoire, le français, de mettre en avant les sciences. Oui, oui, oui. C'est des choses comme ça. Après, j'ai m'y projette quand même parce que ça a mis une claque quand même aux européennes. Je pense que là, si du coup le Rassemblement national et l'extrême droite passent au pouvoir, ça va pas s'arrêter en fait. Je me dis que même la violence, malheureusement, il y a certaines personnes qui savent que se faire entendre à travers la violence, donc on s'en sortira pas. Ça va redonder la violence. Et... Oui, c'est ce qui est attendu, un peu craint d'ailleurs par les services de l'État. Ce serait un mouvement violent entre l'extrême droite et les mouvements de gauche, effectivement. Donc pour vous aussi, ce sera on termine cette émission avec vous. Mais oui, pour moi aussi, je le vois un petit peu comme ça. Et je pense que le Rassemblement national, les gens se rendent pas compte à quel point ça peut changer les choses. C'est comme ça que je me projette, mais je me dis, si dimanche le RN est en tête, le soir même, il y a des émeutes partout en France. Oui, j'ai pensé à la même chose. Moi, je le vois comme ça. Ah oui, moi, j'en doute pas une seconde aussi. Je me dis juste avec tout ce qui a été les violences policières, les émeutes et ainsi de suite, ça a été dû à les violences policières, ça a été l'ensemble de la population française qui a été touchée. Là, ça va être sans nom. Enfin, ça va... Comme vous dites, les services publics vont y être touchés, les travailleurs sociaux vont y être touchés par ces résultats. Enfin, ça va être un... Je pense que même... il pourrait, étant donné que c'est encore le président Emmanuel Macron qui est au pouvoir, je pense que dû au résultat, il serait même capable de lancer une alerte aux 20h en disant jusqu'à nouvel ordre, confinement pour tout le monde, parce que je pense qu'il se dirait sinon ça va partir en sucette. On n'a pas envie d'être confiné. C'est ça. Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, Kenza, ça fait peut-être science-fiction, mais on est arrivé dans un truc où on se prépare à tout. Où en fait, tout ce qui était impossible avant devient une éventualité ou une possibilité. Et tout ça, c'est dû à de la mauvaise gestion politique sur des années. Mais ouais, moi je crains ça et puis voilà, quoi, je sais pas quoi vous dire. Oui, je comprends. Ça tombe bien, on arrive à la fin de l'émission. Voilà. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup d'avoir accordé un peu de votre temps sur ce débat. On serait ravis de vous recevoir une prochaine fois. On va reproduire ces débats, je pense, assez régulièrement dans l'année. Donc voilà, à vous, nos spectateurs, nos téléspectateurs, nos internautes, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube et même sur notre site internet. On remercie bien sûr la Fabrique d'Images Citoyennes de nous avoir accueillis ici dans ces très très beaux locaux. Et on remercie également l'équipe technique qui est dans l'ombre derrière et sans qui il n'y aurait pas de lumière sur ce plateau.
Donc merci à vous et merci beaucoup. Quant à moi, écoutez, je vous retrouve peut-être pour une prochaine émission, qui sait. Voilà. Au revoir, merci à tous.